Certains y voient un commencement, d'autres une simple fin. La mort, c'est un sujet souvent tabou dans notre société, mais c'est aussi une affaire de gros sous. Le marché des obsèques par an en France pèse plus de 2 milliards d'euros et l'ouverture à la concurrence il y a déjà 25 ans n'a pas profité aux familles endeuillées, mais aux prestataires, c'est ce qu'estime le dernier rapport de la Cour des comptes. Alors comment fonctionnent les pompes funèbres? Quelles sont les alternatives pour faire baisser la facture? Et comment évoluent nos rites en fonction des cultes, mais aussi des modes? La mort, si on en parlait, c'est le thème de cette enquête de région. Nous sommes au cimetière Parc de La Rochelle, l'un des 5 cimetières de la ville, un site moderne, paysager, dans la tendance actuelle d'obsèques plus écologiques, de sépultures plus proches de la nature. La Rochelle fait aussi partie d'un réseau de pompes funèbres publiques. C'est encore rare en France, une alternative plus économique que le privé, dont les tarifs varient parfois du simple au quintuple selon les prestataires. Donc là, on vient de finir les petites ablutions. Là, on va pulvériser les cendres de façon à ce que ça fasse de la poudre. Si on fait ce métier, c'est pour l'humain avant tout, et être auprès des familles. Ils se sont multipliés dans nos cimetières ces dernières années avec l'envolée du nombre de crémations. Ce sont les columbariums où reposent les urnes des défunts. Car aujourd'hui, un Français sur 3 choisit de se faire incinérer, des obsèques pourtant plus chères en moyenne qu'un enterrement classique. La crémation n'est d'ailleurs pas la seule tendance aujourd'hui. L'écologie s'est emparée aussi de notre mort sous des formes les plus inattendues. Et si finalement, nos cimetières étaient amenés à disparaître? Pour mieux renaître de leurs cendres juste sous ces arbres, dans des espaces 100% naturels. À Niort, la mutation a déjà commencé. Ce cimetière aux ambitions écologiques existe depuis 5 ans. Et certains n'hésitent pas à faire visiter leur future dernière demeure végétale. Ouais, moi, c'est là que je veux être. C'est les noms des gens et je trouve que c'est joli. Ah non, je ne connaissais pas du tout. Cette femme a découvert ce lieu en arrivant dans la région. Très vite, cette proposition novatrice est devenue pour elle une évidence. L'idée de retourner à la terre, d'être... voilà. Pas besoin de grosses pierres tombales. Voilà, après, en plus, bon, le cimetière, c'est bon pour les vivants, quoi. Ah, mais tu te fais incinérer, quoi. Ah oui, je me fais incinérer. Mais pas là, c'est pas... Ouais, mais je me fais incinérer pour être là, dans ce cimetière naturel, et avoir peut-être une plaque. C'est pas obligé. Plusieurs choix d'inhumation sont proposés. Cercueil en pleine terre, sans monument, ou cendres dispersées et mélangées à des copeaux de bois. L'objectif ici, réduire au maximum l'empreinte écologique des défunts. Donc là, c'est l'espace cinéraire. C'est là où on inhume des urnes qui sont biodégradables. Ensuite, vous avez un petit pupitre comme celui-ci pour matérialiser l'emplacement. On laisse ensuite la possibilité aux familles de planter des petits bulbes, des fleurs, de la végétation. Un cimetière devenu refuge pour la biodiversité, régulièrement entretenu par des agents municipaux. Tout est fait à la main, sans le moindre produit phytosanitaire. On voit beaucoup plus de papillons, de sauterelles, les petits insectes qu'on a peut-être tendance à perdre avec nos insecticides qu'on balance un peu à outrance comme ça. Donc bon, ici c'est vrai que là on n'a pas ce problème-là, c'est vrai que ça vit, il y a beaucoup de vie, c'est paisible. Désormais une référence en France,
le cimetière naturel de Niort accueille le dernier repos d'une centaine de défunts. Des pratiques funéraires écologiques, une préoccupation pour de nombreux Français. Ils voient dans les cimetières traditionnels des usages d'un autre âge. On a de sacrées surprises, on trouve justement beaucoup d'éléments qui ne sont pas biodégradables, du plastique, des feuilles en tergale, en tissu qui ne se décomposeront pas. C'est justement la preuve que nos cimetières sont loin d'être des endroits écologiques. Florence Valdès dénonce aussi l'exploitation de carrières pour les éléments minéraux des monuments, la déforestation pour les cercueils, sans parler des vernis pour les bois rejetés dans les nappes phréatiques. Je me sens vraiment pas bien ici parce que je trouve que c'est un lieu vraiment artificiel qui est complètement hors cadre de la nature. Or, la mort est un processus naturel, donc c'est dommage en sachant que justement les deux seuls modes de sépulture autorisés par la loi en France et dans beaucoup de pays, c'est l'inhumation et la crémation, et ce sont deux modes qui sont très polluants. Aux yeux de certains, les crématoriums demeurent cependant plus écologiques et hygiéniques. À Niort, par exemple, 40% des défunts sont incinérés. Alors, les agents enchaînent les actes techniques plusieurs fois par jour. Des coulisses méconnues que nous avons pu filmer. Des images rares, parfois perturbantes, mais indispensables pour mieux comprendre cette technique funéraire. Voilà, donc là le descendrage est terminé. Ça va être en refroidissement pendant 10 minutes avant qu'on passe les cendres au pulvérisateur. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là ? Là je suis en train de retirer les vis des cercueils pour ensuite pouvoir le passer au pulvérisateur. Donc on n'est pas obligé de tout enlever, on enlève le plus gros et on vérifie surtout qu'il n'y ait pas de prothèse. Une plus impressionnante. C'est quoi, une prothèse de jambe ? Oui, c'est un col du fémur en fait. Et ça devient quoi ? C'est recyclé ça ? C'est recyclé. Là on va pulvériser les cendres de façon à ce que ça fasse de la poudre. Puisque légalement on est obligé de rendre à la famille des cendres et pas un squelette. L'impact écologique de la crémation demeure problématique. La combustion du corps et du cercueil génère de nombreuses poussières et émanations toxiques. Alors les villes investissent dans des filtres à particules plus performants. Ces nouveaux systèmes de filtration permettent de ne pas rejeter le mercure dans l'atmosphère. Voilà. Il n'y a plus de fumée non plus. Donc c'est non seulement plus écologique, mais aussi moins traumatisant pour les familles qui, quand ils sont à proximité du crématorium, ne voient pas de fumée. À Poitiers, la mort écolo est même devenue un argument de vente. En juillet, une agence funéraire d'un nouveau genre a ouvert ses portes. Sa spécialité, les cercueils en carton. Moi, 10 kilos, c'est pas énorme. Hein. Donc, Et les premiers clients sont un peu intrigués. On va poser sur la table, tout simplement, avec le coussin dedans. D'accord. Donc on peut bien utiliser ce cercueil écologique pour la présentation du corps sans problème. Sans problème. Donc, les tissus, peu de ventes pour l'instant, malgré des tarifs plus attractifs que les cercueils en bois. En équivalence, on va compter. Il faut que les démarches soient moins stressantes pour les familles et qu'on ne les harcèle pas avec des prix exorbitants qui sont appliqués partout en France. Hein. Il faut que les gens prennent la démarche écologique en disant on peut s'enterrer dignement, dans le respect. Moins énergivore et plus économe,
le marché des cercueils en cellulose devrait rapidement se développer. Florence Valdès, elle, veut aller beaucoup plus loin. Sur un lit douillet de broyat, Son combat, faire légaliser l'humusation. Alors elle ne cesse de s'informer sur cette technique 100% écologique, comme avec ce reportage de la télévision belge. Ses anciens compagnons planteront la stèle, puis l'enseveliront sous une couche de matière végétale broyée. Le manteau de compost le tiendra bien au chaud et Francis, son ami humusateur agréé, veillera personnellement à ce que toutes les conditions soient réunies pour que son corps puisse au plus vite revenir à la terre. Le principe est simple, transformer le corps du défunt en compost à l'aide de micro-organismes. Un processus de 12 mois durant lequel les dépouilles deviennent un mètre cube d'humus, de quoi fertiliser une centaine d'arbres. C'est la logique même de la vie. C'est enfin le respect du cycle de la vie. On n'intervient pas, on n'interfère pas, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Tout se fait naturellement. Et ça, oui, ça je le souhaite vraiment pour moi. Ouais. Problème, c'est interdit en France où la loi rend obligatoire l'utilisation d'un cercueil. Et puis l'idée même de l'humusation choque de nombreuses personnes. Elle vient pourtant d'être légalisée dans l'État de Washington. Un espoir pour ses adeptes. C'est vraiment une révolution des consciences, mais quelque part, cette révolution des consciences est absolument nécessaire. Et face, encore une fois, à l'urgence à laquelle on fait face aujourd'hui, il faut faire vite, il faut faire très très vite. Il faut vraiment qu'on adopte l'humusation comme troisième pratique funéraire. Et si finalement, cette alternative écologique s'imposait par fatalité, face à des cimetières français surchargés, une pénurie de places qui alarme de nombreuses collectivités locales, alors que plus de 600 000 personnes meurent en France chaque année. La mort, si on en parlait, c'est le thème de cette nouvelle enquête de région. Bonjour Patrick Lerognon. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur général des pompes funèbres publics de La Rochelle. Une spécificité, c'est encore rare en France. On va en parler dans un instant. D'abord, parlons du chantier de ce nouveau crématorium. Alors les crématoriums en Charente-Maritime, pour l'instant, il n'y en a que 2. La situation est relativement tendue partout en France face au nombre de crémations qui est très important. Comment expliquer un tel retard en équipement ? On va découvrir le chantier en attendant ensemble. Tout simplement parce que le fait sociétal a généré ce besoin qui est venu de manière exponentielle, hein, et nul ne l'avait imaginé à ce point. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on manque essentiellement de crématoriums de proximité, hein. Les grandes agglomérations sont équipées. Mais du coup, quand on veut, on vient des campagnes, entre guillemets, en ville pour... C'est cela. Donc effectivement, les crématoriums des agglomérations et des métropoles commencent à devenir saturés. Je disais que vous êtes directeur général des pompes funèbres publiques. C'est encore assez rare en France. En quoi est-ce différent d'un prestataire classique, privé ? Alors, les deux, que ce soit un prestataire privé ou public, exercent une mission de service public, hein. C'est écrit comme ça dans les textes, dans le Code général des collectivités territoriales. La principale différence, c'est l'objectif qui est poursuivi. Moins commercial. En principe, moins commercial. Effectivement, l'objectif poursuivi, c'est un objectif social ou sociétal, avec l'économie comme moyen. Alors qu'à l'inverse, nous aurons pour les entreprises privées plutôt un objectif économique avec un moyen social. Et est-ce vraiment moins cher de passer par ces pompes funèbres publiques ? Ça doit l'être. Ça doit l'être parce que les tarifs sont contrôlés par la collectivité, sont votés en délibération de la collectivité et normalement sont calculés... Par la mairie donc ? Par la mairie, oui. La mairie ou l'agglomération, si la compétence a été transférée à l'agglomération. Et les tarifs sont en principe la répercussion du coût de revient de la prestation. Oui. Alors comment expliquer qu'il n'y en ait pas plus finalement en France puisque c'est moins cher pour le citoyen ? C'est historique. Ça a été au début du siècle dernier une compétence des collectivités, mais elles avaient la faculté de le concéder à des entreprises privées. C'est ce qui s'est passé.
Donc C'est un peu un lobby, en fait. Oui, c'est ça. Il y a eu ce lobby qui a perduré pendant 89 ans. Et à la fin de ce monopole, les collectivités ne se sont pas forcément emparées. C'est pas pour les élus, c'est pas forcément un sujet sensible. C'est un sujet sensible, un peu tabou dans la société, donc c'est pas forcément porteur, malheureusement. Et donc, du coup, des entreprises privées en ont profité pour peut-être... Bien sûr, bien évidemment, des entreprises privées et maintenant des fonds d'investissement qui ont compris l'intérêt de rentrer dans cette activité. Messieurs, donc nous allons procéder à l'inhumation. Je vais vous demander de sortir le cercueil, de l'amener jusqu'à la sépulture et on débriefera après. Bonjour Sébastien. Expliquez-nous ce que vous faites en fait. Alors là, nous sommes sur une action, allez-y messieurs, on vous regarde, nous sommes sur une action qui est une action de formation sur le portage à l'épaule des cercueils. Il faut savoir que les salariés qui entrent dans une entreprise de pompes funèbres doivent donc effectuer une formation de 16 heures pour se sécuriser sur les actions qu'ils mènent lorsqu'ils organisent des obsèques. Alors vous, Sébastien Cazenave, vous êtes formateur et vous êtes aussi responsable qualité pour les pompes funèbres publiques de La Rochelle. Exactement. Ces métiers du funéraire sont encadrés depuis seulement 2013 par la loi. Oui. Comment c'était auparavant ? Alors, avant la loi de 2013, c'était une habilitation que l'on passait avec l'employeur qui nous envoyait en formation. Et il n'y avait pas de diplôme il n'y avait pas d'examen qui sanctionnait donc cette formation. Aujourd'hui, en effet, il y a un diplôme que les conseillers funéraires et les maîtres de cérémonie doivent passer. Et ils passent devant un jury et c'est le jury qui détermine si oui ou non ils peuvent exercer en délivrant le diplôme. Si on fait ce métier, c'est pour l'humain avant tout et être auprès des familles. Ensuite, c'est un métier qui nécessite de l'accompagnement et aujourd'hui, c'est ce que je mets en valeur dans les formations. Dernière petite question, est-ce qu'en fonction de chaque rite, selon les religions, chaque rite funéraire, vous adaptez vos techniques ? Bien évidemment. Si on procède à des obsèques de confession musulmane, à ce moment-là, on va accompagner la famille jusqu'au cimetière. Et en règle générale, les confessions, si on cite par exemple celle-ci, vont prendre en charge le corps à l'entrée du cimetière et l'amener jusqu'à la sépulture. D'ailleurs, eux-mêmes procèdent à l'inhumation sans que l'on intervienne. On met juste à disposition nos porteurs pour des raisons de sécurité. Et donc pour cette confession-là, en effet, ils participent jusqu'au bout à accompagner leurs proches. D'accord. Bon, on se retrouvera tout à l'heure dans un centre de formation. Alors justement, puisqu'on en parle, on va voir que selon chaque religion, les rites funéraires ne sont pas les mêmes. Nous allons voir par exemple dans notre région comment les musulmans, les juifs, les hindouistes, les orthodoxes, mais aussi les laïcs ont une approche de la mort différente et leur rite évolue en fonction de cette approche. Regardez. Et 3 fois. C'est un rituel qui existe depuis la nuit des temps. Préparer le défunt pour sa nouvelle vie. Voilà, donc là on vient de finir les petites ablutions. Avant d'être enveloppé dans un linceul blanc, le corps doit être lavé, purifié et parfumé. Dans la tradition musulmane, la toilette mortuaire est très codifiée pour que le défunt garde toute son intégrité. On se base par rapport à la sunna du prophète. Donc tous ces gestes ne sont pas anodins. Donc le prophète faisait comme ça, on le fait. Et on le fait de la meilleure des manières pour le défunt en fait. Selon les textes sacrés, seules 4 personnes du même sexe ont l'autorisation de manipuler le corps. Ces formations spécifiques, organisées par la mosquée de ce nom, s'adressent à tous les croyants qui souhaitent prendre soin de leurs disparus. À la fin du lavage, on voit que la personne, elle est toute blanche, elle est belle, ça sent extrêmement bon, plus bon qu'un vivant des fois, je me dis. Moi, je suis admirative du défunt. C'est-à-dire que quand je vois un mort, ça me fait rien du tout. Je me dis juste qu'il est en avance sur moi. Je me dis qu'il va rencontrer Dieu avant moi. Dans la religion musulmane, la mort n'est pas une fin, c'est un passage. Nous sommes dans une société aussi qui cache la mort. Pas Ah, ça c'est vrai ça. Il faut montrer la mort. Il faut les... Dédramatiser, c'est le rôle de l'imam. Pour lui, les rites funéraires sont indispensables. Ils permettent de mettre des mots
sur ce moment clé de la vie. Scientifiquement, tout le reste peut être... Tout être humain, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, il y a le rite qui prépare à ce moment important de la vie de l'être humain qui est la mort. Sauf que les monothéismes et l'islam en particulier donnent un sens. C'est pas la fin, c'est le commencement. Et le Coran nous dit que ce rite, on l'a appris des animaux. Pour dire que c'est naturel, on a toujours besoin d'enterrer le corps pour faire ce qu'on appelle le deuil. Même si on trouve un seul organe, on doit l'enterrer. Il était orthodoxe. Elle n'était pas pratiquante. Jusqu'à la mort de son mari, c'était il y a 4 ans. Depuis, Christine a éprouvé le besoin de se rapprocher de la religion pour ne pas rompre le lien familial. L'église orthodoxe, pour moi, c'est toute ma vie parce qu'elle a vu le commencement de ma vie, la naissance de ma vie de famille, elle a vu le développement de ma vie de famille, elle voit une partie de ma vie de famille qui s'éteint. Et c'est important pour mon fils aussi. Je m'aperçois que ça m'aide aussi à avancer dans mon deuil. Dans la spiritualité orthodoxe, la mort et la résurrection sont étroitement liées, beaucoup plus que dans la religion catholique. Lors de la cérémonie funéraire, le cercueil doit rester ouvert. En revanche, c'est interdit en France. Mais le prêtre peut encenser le corps. C'est quelqu'un qui est parti, comme tout le monde, il a fait le cycle, en quelque sorte, de sa vie. Il est venu, il a grandi, il a vécu, il part. On souhaite le plus tard possible. Mais l'Église l'accompagne quand il vient dans la vie et aussi le moment où il part de ce monde, il l'accompagne à sa demeure. Voilà. Et il continue aussi à prier pour le repos de son âme. C'est son rôle, c'est l'Église. Les orthodoxes considèrent qu'il faut 3 jours à l'âme pour se séparer du corps et commencer son ascension. La sépulture est orientée vers le soleil levant, une veilleuse installée sur la tombe. Des rites pour ne pas oublier. Cette flamme, c'est sa présence, c'est son âme qui est parmi nous, qui est toujours là, bien présente. C'est sa symbolique. On n'a plus l'enveloppe charnelle, mais on a la flamme qui reste. En France, qu'elle soit orthodoxe ou pas, la cérémonie des obsèques doit être conforme à la loi. Les cimetières sont donc laïques, mais certains proposent des espaces affectés aux musulmans. Cela permet de proposer une sépulture adaptée à leurs coutumes. Dans l'agglomération bordelaise, de plus en plus de familles font le choix d'enterrer leurs morts sur place. Nabila est d'origine marocaine. Elle vient régulièrement se recueillir sur la tombe de sa cousine. Et vous qui êtes jeune, vous vous projetez un peu votre propre mort? Je sais pas. C'est délicat, je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien être enterrée ici. Pourquoi? C'est mon pays. J'ai ma famille ici. 77% des musulmans sont enterrés ici en France. Et là, je vous donne l'exemple du carré musulman d'Arctique. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'être enterré dans son pays, le rapport à la mort, c'est aussi l'attachement affectif à notre terre natale, qui est la France. Et ça, c'est très symbolique pour nous. Les absents ne nous quittent jamais vraiment. Chez les hindouistes, l'âme du défunt abandonne le corps pour se réincarner. Aimé et sa famille en sont persuadés. Originaires du sud de l'Inde, ils pratiquent cette religion au quotidien chez eux à Bordeaux en toute intimité. Leur dieu impose la crémation et la dispersion des cendres dans la mer. Nous croyons que même si la fin arrive, notre âme est immortelle. Elle persiste et personne ne peut lui faire du mal. Donc je n'ai pas peur de la mort, car mon âme vivra toujours. Dans le judaïsme, le corps doit être inhumé selon les préceptes de la Torah.
Mais il arrive souvent que des amis ou des parents ne se sentent pas concernés par les règles du deuil, trop accablés par la douleur. Dans ces moments-là, il incombe à l'autorité religieuse de convaincre ses fidèles. Tu es venu de la terre, tu retournes à la terre. Et c'est pourquoi on doit inhumer un corps qui a porté une âme sacrée et non pas ce qui se pratique maintenant malheureusement de plus en plus, puisqu'il n'y a pas de place dans les cimetières, la crémation. La crémation est interdite dans le judaïsme. Puisque ce corps a porté une âme sacrée, eh bien ce corps doit retourner à la terre. Vous savez, moi j'ai passé une fois une nuit entière à convaincre une fille qu'elle ne fasse pas la crémation de son père. Elle était tellement attachée à son père qu'elle voulait que son père soit qu'il y ait la crémation, qu'on lui donne un pot avec les restes, et que ce pot-là l'accompagne partout. Voilà, parce qu'elle est restée attachée à son père. Et j'ai passé la nuit entière et j'ai fini au matin, on a décidé de l'enterrer en terre. Certains voudraient que le deuil soit vécu autrement. C'est le cas d'Eddy Le Zagalé, psychanalyste d'origine brésilienne. Quand elle est arrivée en France il y a 10 ans, elle a été choquée de voir à quel point la mort est un sujet tabou. Il y a une perte de rite et en même temps, il y a un désir du rite. Finalement, on refoule cette question parce que ça nous fait trop souffrir, parce que ça nous terrasse quelque part, ça nous sidère, donc on évite de parler et on pense qu'on ira mieux. Mais la réalité, c'est qu'on va de plus en plus mal et il y a beaucoup de Français qui sont très très mal parce qu'ils souffrent beaucoup de la perte de leurs proches. Ils n'ont pas réussi, ou réussi, c'est pas les mots, mais ils n'ont pas élaboré la séparation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, les Cafés Mortels est une expérience de parole ordinaire qui a été créée en Suisse par un anthropologue qui s'appelle Bernard Crétas. Alors merci d'être là et puis je vous laisse la parole. Parce qu'elle estime que les rites laïques peuvent aussi donner du sens à la mort, la thérapeute anime régulièrement des groupes de parole à Bordeaux. Chacun peut échanger sur les problèmes et les angoisses liées à la perte d'un proche. Des hommes et des femmes qui réalisent aujourd'hui qu'ils auraient voulu une cérémonie différente. Et là, je suis allée derrière et j'ai entendu le bruit du four. Et ça j'ai crié. Moi, mon fils a 2 anniversaires, sa naissance et sa mort. Bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et depuis quelque temps, mes amis m'appellent pour le jour où il est parti aussi. Parce que moi, je trouve que c'est important comme on parle. Si on n'en parle pas, c'est comme s'il n'existait pas une deuxième fois. J'ai l'impression d'avoir pris conscience vraiment profondément qu'il y avait ce besoin, que la mort a besoin d'être accompagnée, qu'il faut célébrer nos morts, et qu'il faut honorer nos morts. Et que honorer nos morts, c'est honorer la vie, et pas d'un point de vue religieux, mais c'est remettre du sacré en fait. Chaque souffrance est unique. Bernard Abraham, lui, est de confession israélite. Ses parents et ses 2 enfants sont enterrés à Bayonne, dans l'un des plus anciens cimetières juifs de France. Un site historique témoin de l'arrivée d'une importante communauté israélite au XVIIe siècle. Ses descendants ont conservé un rituel spécifique et très intime. Chaque fois que je viens au cimetière, je dépose un petit caillou. Voilà, c'est rien de déposer un caillou, mais c'est tout ce qui fait la saveur, je dirais, d'un enfant juif vis-à-vis de ses parents, de ses grands-parents, pour se rappeler. Je ne dirais pas qu'on y est bien dans le cimetière, mais voilà, on est au cœur de nos racines. Et puis c'est là qu'on sera. Mieux comprendre la mort et moins la craindre pour mieux célébrer la vie. Et si c'était le but de tous ces rites funéraires? Religieux ou pas, ils occupent encore une place importante dans notre société. La mort, si on en parlait, c'est le thème de cette enquête de région. On s'intéresse à présent au métier du funéraire. Ils sont encadrés par la loi depuis 2013, on le disait. Des formations sont par exemple proposées ici au CIPECMA, le Centre interconsulaire pour l'enseignement de la Charente-Maritime. Bonjour Mélinda Georget. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes coordinatrice pédagogique ici. Quels sont ces enseignements proposés ici dans ce centre ? Alors nous, on propose 2 types de parcours en fait, de formation, le conseiller funéraire et le maître de cérémonie essentiellement.
Le conseiller funéraire, en fait, qui va accompagner la famille, en fait, dans sa globalité, l'organisation des obsèques notamment, mais aussi le travail administratif et jusqu'au bon déroulement. Et lui, le maître de cérémonie, qui va être centré sur la cérémonie en elle-même. Quelles sont les qualités des candidats ou candidates? Parce que c'est des métiers quand même à part. Tout à fait, c'est sur des métiers très particuliers, ça nécessite de la rigueur, le sens évidemment du contact et de l'humain, et également du service. Il n'y a pas suffisamment de candidats face à la demande. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que ce sont des métiers méconnus. En fait, on parle beaucoup des métiers du secteur de la petite enfance, par exemple, ou de l'enseignement, qui vont nous accompagner sur des moments, des parcours de notre vie, mais peu jusqu'à la mort, en fait. Et ce sont des métiers méconnus qui nécessitent une vraie formation. D'ailleurs, c'est une obligation aujourd'hui. Donc, je pense que le défaut, il est là. Plus difficile à rattraper. Donc, si vous avez une difficulté, partagez-la avec la famille. L'information, la communication, de toute façon, c'est votre meilleur outil. Sébastien Cazenave, on vous retrouve. On est à l'intérieur d'une des salles de formation au métier du funéraire. Et alors, il y a quand même beaucoup de femmes. C'est surprenant. On s'attendait à un métier plus masculin. Tout à fait. De plus en plus de femmes s'inscrivent dans ces formations. On les retrouve aussi bien dans différents métiers, dans le funéraire, et en particulier aussi dans le métier de thanatopracteur. Et on dit souvent que les femmes ont un sixième sens, et c'est ce sixième sens aussi qu'elles viennent prouver et qu'on cherche dans ce métier-là. Il y a un profil type de candidat à ces métiers du funéraire ou pas? Les apprenants sont ici, ça va de 19 ans jusqu'à 54-55 ans. Ça peut même aller au plus. Alors des familles très vulnérables, évidemment, à ce moment-là, qui sont obligées d'organiser des obsèques en quelques jours seulement. Vous qui travaillez dans des pompes funèbres publiques, quel conseil essentiel vous donneriez pour ne pas se faire arnaquer? Alors, je ne sais pas si on peut dire le terme arnaquer, mais en tout cas, ce que je pourrais donner aujourd'hui comme conseil à une famille, quand on subit cette situation qui est particulière, qui est le deuil, c'est de se faire accompagner par une personne extérieure, qui ne subit pas en fait la même émotion ou les mêmes sentiments de détresse que l'on a quand on perd quelqu'un. Sauf qu'il faut aussi savoir que la famille aujourd'hui, elle est protégée par le législateur. Le législateur a mis en place des textes et la loi Sueur de 19 décembre 2008 protège les familles qui sont en deuil. Donc ça veut dire que les opérateurs funéraires, qui sont des professionnels, aussi bien privés que publics, doivent respecter cette loi en accompagnant dignement et en respectant la législation et le droit. Pour autant, à des tarifs parfois surréalistes sur des obsèques, on est sur une moyenne de 3 360 € en France pour un enterrement, 3 600 pour une crémation. Comment est-on arrivé à des tarifs aussi exorbitants quand même? Parce que c'est une moyenne. C'est une moyenne, en effet, au plan national. Les tarifs, en fait, s'appliquent en fonction. Alors, il faut savoir que le service public, comme le privé, quand on est face à un opérateur privé, on n'a pas le droit de faire de concurrence déloyale. Donc, on ne peut pas avoir des tarifs très bas, parce qu'on pourrait nous attaquer, justement, en nous disant « vous appliquez des tarifs très bas, donc il n'y a pas du tout de concurrence. Donc, les familles viennent chez vous. » Aujourd'hui, en fait, le tarif des obsèques est lié surtout, ce montant que vous exprimez, il est lié surtout aussi aux infrastructures qui sont nécessaires pour accueillir les défunts. Le législateur... Il y a toujours un coût minimum. Il y a toujours un coût minimum, en effet, et d'ailleurs, le législateur s'est penché dessus sur l'augmentation du capital que l'on peut prélever sur le compte d'une personne. Jusqu'en il y a 2-3 ans, on pouvait prélever jusqu'à 3 500 €, et aujourd'hui, les opérateurs funéraires, parce que le législateur s'est aperçu que les obsèques augmentaient, comme vous le disiez, on peut prélever jusqu'à 5 000 € sur le compte du défunt. Merci Sébastien pour toutes ces précisions. Alors à la suite de cette enquête de région à présent, après avoir découvert tout à l'heure les nouvelles tendances de nos obsèques, les rites funéraires en fonction des cultes, troisième enquête à présent au cœur de l'un des plus grands cimetières de France, le cimetière municipal de Limoges. Plus de 200 ans d'histoire pour ce lieu du souvenir en perpétuelle évolution. Regardez. Avec ses 40 hectares, le cimetière de Louillat à Limoges est l'un des plus grands de France. Encerclé aujourd'hui par des quartiers, c'est pourtant en pleine campagne que les travaux de sa construction commencent. Nous sommes alors en 1806. Fini les odeurs pestilentielles des charniers autour des églises, Limoges est l'une des premières communes en France à se mettre en conformité avec un décret d'avril 1804.
1804 marque justement cette volonté de l'État d'extraire le cimetière de la ville? Jusqu'à Napoléon, pour être clair, jusqu'à Napoléon Ier, pratiquement, les morts vivent avec les vivants, au milieu des vivants, autour des églises, à l'intérieur des villes. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas de grands tombeaux comme on en voit ici, pas du tout. Mais simplement, les morts durent 10 ans, si j'ose dire. On les bouscule, on écarte les os et on met les suivants. À partir, au contraire, de ces cimetières créés en pleine campagne, on change de monde, on se retrouve avec des concessions perpétuelles qui permettent aux communes de financer les cimetières. Et ça, c'est valable pour la France entière. Jusque-là, les cimetières étaient ouverts, traversés en permanence par les gens. Les enfants s'en servaient de cours de récréation. Et à partir des cimetières nouveau style, on se retrouve avec des espaces qu'on va enclore de murs. Depuis plus de 100 ans, le cimetière raconte l'histoire de la ville. Sa grande industrie porcelainière fait évoluer l'art funéraire. Sur le granit des tombes apparaît le blanc des assiettes en porcelaine pour les noms, des décors ou des épitaphes. D'abord signe de bourgeoisie, la pratique devient populaire. Les guerres aussi ont laissé leurs traces. Ici, celle de 14-18 avec ce carré militaire allemand. Limoges était un centre de regroupement de blessés et très caractéristique de Limoges, de sa culture pacifiste, socialiste. Ces tombes ont été régulièrement fleuries par le député-maire de l'époque, dès 1919-1920, parce qu'il était partisan de la réconciliation entre les peuples et bien sûr, au grand scandale, les bien-pensants. Des drames, plus proches de nous, ont également leur mémorial. Luc Faye est l'un des 5 gardiens du cimetière de Louillat. Il a 21 ans lorsqu'il devient fossoyeur. Mais à sa grande surprise, on lui fait une autre proposition. Au bout de 6 mois, on m'a convoqué à la mairie de Limoges en me proposant le poste pour occuper le logement. Je pensais que je ne faisais pas l'affaire au cimetière quand j'ai été convoqué. Et puis, j'étais juste fiancé. Donc, il fallait un couple pour pouvoir entrer dans le logement. Donc, il a fallu qu'on se marie un petit peu précipitamment. Voilà. Et c'est ainsi que depuis 38 ans, il arpente les allées et contre-allées du cimetière. Il en connaît les moindres recoins. C'est une chapelle la plus grande du cimetière. Et elle date à peu près de 1800 et quelques, quoi. Et il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Il y a... Bon, là, c'est un petit peu rouillé, mais normalement, ce boulon, enfin, cette cache-vis, ça permet d'ouvrir cette chapelle, quoi. Il y a une clé bien spécifique pour ouvrir cette chapelle et, bien sûr, il faut le savoir. Son rôle, s'assurer de la quiétude des lieux et de leur respect. Il nous arrive qu'il y ait des choses qui disparaissent par rapport soit à la revente, par rapport aux métaux ou des gens qui prennent des fleurs sur les concessions pour les transférer sur leurs concessions. Ces souvenirs ne manquent pas. Le tournage du film de Patrice Chéreau en 1997 par exemple. Ceux qui même prendront le train. Une phrase prononcée par le documentariste parisien François Reichenbach, inhumé ici. Ici, par exemple, ils avaient demandé à un maquettiste de faire 3 tombes, et donc des anciennes tombes, et pour qu'il y ait une personne, un acteur qui puisse venir se recueillir sur une de ces tombes. Dis-moi, alors merci pour les infos, d'avoir envoyé quelqu'un. Donc du coup, ça a permis... La conservatrice du cimetière, elle, vient juste de prendre son poste. C'est une mission qui est très intéressante, mais très diversifiée et surtout complexe, pour laquelle on n'a pas trop droit à l'erreur, puisqu'il y a une législation, il y a des règles à respecter, il y a beaucoup de vérifications, de la réglementation funéraire, et c'est pour ça qu'on a ces codes qui nous permettent aussi de faire des recherches.
Et puis, donc, il y a tout le personnel à gérer, il y a une cohésion à avoir avec les équipes, les travaux. Et il a fallu que je découvre le cimetière. Heureusement qu'il y a les plans. Donc, le cimetière divisé en sections, en allées, avec énormément de tombes, un peu différentes selon les sections et la disposition des tombes et des caveaux. Donc, il faut s'imprégner et ça demande un peu de temps. Souhaiter être incinéré, il faut le marquer comme un testament en fait, voilà. Au téléphone, une personne sans famille souhaite que sa tombe soit entretenue. Oui, vous venez souvent, Marie Gourceau lui confirme que la ville le fait en effet pour les donateurs. Marie est le lien entre les 200 000 défunts et leurs descendants. Dans ces registres, elle peut remonter jusqu'à 1870. Même la saisie numérique ne les remplace pas. Des anecdotes, il y en a, oui, parce que des fois on peut ouvrir la concession sur l'ordinateur et dire c'est complet. Mais en fait, non, parce qu'à un chiffre près, c'est pas dans la bonne concession. Pas sur le terrain, je vous rassure, sur l'ordinateur. Donc c'est là où il faut corriger, et puis on ressort les registres pour tout remettre comme il faut dans l'ordre, et rassurer les familles en leur disant oui, on peut faire l'inhumation. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Que fait-on ? Nous souhaiterions connaître l'emplacement de la tombe de... Ce sont ainsi plus de 40 000 sépultures qui sont référencées. C'est ici que les dernières sont installées. Section 95 sur les 108 que peut contenir le cimetière de Louya. Et donc là, ça manque. Là, il y a... Ouais, mais on aime bon, on l'appelle. C'est pas trop de la roche, encore ça se pioche. Mais ça arrive justement, tout à l'heure, on sort le compresseur et puis on est obligé de casser au marteau. Heureusement, c'est pas trop souvent que ça le fait, mais ça peut arriver. Kevin Delarivière fait partie de l'équipe de fossoyeurs depuis 3 ans. Je sortais juste de l'école et j'avais quelques questions. Et surtout, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Au début, une famille, c'était un peu dur parce qu'ils ne comprenaient pas trop et ils me posaient des questions par rapport aux enterrements, comment ça se passait, aux inhumations, aux exhumations. Le cimetière accueille toute sépulture. Ici, celle de religion musulmane. Et entre 2 allées, un mémorial attire notre attention. C'est un monument érigé à la mémoire des personnes qui ont donné leur corps à la médecine. Voilà. Donc de leur vivant, les personnes ont le choix, elles peuvent donner leur corps à la médecine pour qu'elles progressent. Donc elles n'ont pas leur sépulture ? Non, c'est un espace commun. Aujourd'hui, il y a peu d'inhumation ici. Les restes mortels des gens sont crématisés. Voilà, mais on a la ville de Limoges et la faculté de médecine de Limoges ont souhaité rendre hommage à ces personnes-là. Voilà. Parce que ces personnes, il n'y a pas d'obsèques pour elles. C'est dans le contrat et les familles sont mises au courant. Quelquefois, ça crée des soucis parce qu'elles veulent retrouver leurs défunts, mais il n'y a pas d'obsèques. Plus loin, cet autre espace particulier du cimetière, le carré commun. Mais on ne fait plus de fosses communes, et ça s'appelle plus comme ça d'ailleurs, ça s'appelle un carré commun où chaque défunt a une sépulture. Ici, on inhume les gens qui ont fait le choix de ne pas acheter un terrain. Ah, c'est un choix. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont jamais exercé cette démarche ou des personnes qui meurent seules. Le jardin du souvenir recueille la dispersion par les agents municipaux des cendres des défunts qui l'ont souhaité. Un espace végétalisé qui s'inscrit dans le renouveau, un cimetière engazonné qui n'utilise plus de pesticides. Une petite révolution qui bouscule les mentalités et fait réagir. C'est pour le bien de tout le monde. C'est une volonté municipale d'avoir une volonté ville santé citoyenne de supprimer les pesticides dans le cimetière de Louya. Nous avons certaines plantes que nous pouvons laisser croître sur place parce qu'elles apportent de la biodiversité. Elles sont fleuries et elles ont une hauteur relativement basse qui ne gêne pas la vision à l'intérieur du cimetière. Donc ici, c'est du lotier. Une transition qui accompagne un changement de société, un de plus. Le cimetière de Louya est avant tout un espace de vie. La mort, si on en parlait, c'est le thème de cette enquête de région. Nous sommes en Charente-Maritime, département qui a la particularité d'avoir des pompes funèbres publiques dans certaines communes. Il faut dire que les tarifs du privé ont été une nouvelle fois dénoncés par la Cour des comptes dans son rapport 2019 avec une hausse des prix 2 fois supérieure
à l'inflation. Bonjour Henri Lambert. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. Vous êtes le maire de Nieul-sur-Mer, commune fait. où nous nous trouvons, et commune qui a donc une agence de pompes funèbres publique. Ça a été simple d'avoir une agence publique de pompes funèbres? Alors, ça a été simple. Il n'y a jamais rien de simple. Ceci dit, c'était effectivement une volonté. Nous avons historiquement un opérateur privé qui fait très bien son travail, qui a une chambre funéraire que nous avons inaugurée au printemps, donc un vrai professionnel, mais tout seul. Et il nous a semblé important de pouvoir proposer à la population niolaise, 6 000 habitants, mais également aux communes environnantes, donc un bassin de vie d'environ 25 000 personnes, de pouvoir proposer 2 opérateurs. C'est quand même quelque chose d'important parce que ça permet effectivement de tirer des prix, mais aussi de tirer vers le haut des prestations. Et c'est ce que nous avons vu. C'était dans votre démarche? Dans cette démarche-là, voilà, tout à fait. On va rentrer dans l'agence, comme ça on va discuter un petit peu à l'intérieur. Pardon, je passe devant vous. Nous voici donc à l'intérieur. Bon, Henri Lambert, vous parlez de la concurrence à l'instant. Alors, selon la Cour des comptes, l'ouverture à la concurrence du marché des pompes funèbres n'a pas profité aux familles, mais plutôt aux prestataires. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les pompes funèbres, ça devienne un service public? Moi, je pense que c'est quand même toujours ça, cette concurrence publique-privée. Donc moi, je serais plutôt pour qu'on ne l'impose pas, mais qu'on reste sur le statut actuel. Merci Henri Lambert. Merci bien. Alors, dans un instant, avec notre prochain invité, on va s'intéresser à l'avenir de nos obsèques et à l'évolution du souvenir. Parce que nos rites funéraires évoluent dans le temps, et pas forcément en fonction des cultes, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour preuve, le site des tumulus du Bougon, dans les Deux-Sèvres. Regardez. 7000 ans d'histoire funéraire abritée dans cet écrin naturel. Une nécropole préhistorique dans un état de conservation exceptionnel. Ici à Bougon, les hommes du néolithique transportaient leurs morts dans ces tumulus, ancêtres de nos cimetières. Alors dans ces tombes, on trouvait des personnages privilégiés dont on a encore un peu de difficulté à comprendre quel était le critère de sélection. Mais on trouvait hommes, femmes et enfants. Et donc là, on a des recherches actuelles sur l'ADN qui ont tendance à démontrer que ce serait plutôt des familles. À l'intérieur des tombeaux, l'architecture funéraire se dévoile. Ce dolmen-là, mais ils ont des fois des constitutions différentes, est composé de grosses dalles, ce qu'on appelle orthostates, qui sont bien taillées, bien définies pour tenir la dalle de couverture. Et ils sont ici rythmés par des petits murets de pierre sèche. Et les défunts, honorés avec des rituels bien précis. On sait que les corps étaient déposés en position fétale. Donc sur le côté, on les enterrait pas, ils sont déposés, on est au niveau du sol. Et ils étaient accompagnés d'offrandes. 70 siècles plus tard, les tumulus de Bougon n'ont pas fini de livrer tout leur mystère. Des chercheurs du CNRS explorent le site régulièrement. On restitue les volumes des monuments à partir de photographies. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas leur taille jusqu'à présent? Alors il existe des plans anciens des mégalithes. Et là, l'objectif actuellement, c'est d'avoir un modèle 3D précis de l'ensemble des monuments. Cet autre ingénieur s'intéresse à l'agencement des pierres. C'est la présence sur les petits côtés de rainures d'emboîtement qui servaient donc à emboîter les piliers entre eux de la chambre. Au cœur des détails, de précieuses informations sur cette civilisation disparue. La présence de cette rainure montre qu'elle était active dans un autre monument, que donc un autre monument a été détruit et on a réutilisé ces pierres. Le recyclage, en fait, commence avec les toutes premières architectures en pierre. Et quand ils fouillent, ils retrouvent à peu près une quinzaine de corps dans chaque chambre. Un univers fascinant également pour les visiteurs. C'est vraiment très surprenant, très surprenant, surtout dans notre époque où la mort, on n'en parle plus trop. Avec peu de moyens, ils ont réussi à faire des choses, des belles choses, quoi. On a l'impression d'être des vrais hommes de Cro-Magnon. 17 000 personnes ont visité les tumulus de Bougon en 2018, où l'histoire de la mort s'est transformée au fil du temps en argument touristique. Nous sommes de retour au cimetière Parc de La Rochelle pour la suite et la fin de cette enquête de région. Patrick Lerognon, on vous retrouve, directeur général des pompes funèbres publiques de La Rochelle. Est-ce que le cimetière minéral classique, comme celui qui nous entoure, même s'il est paysager, à l'avenir c'est fini?
Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a ce besoin d'un lieu de recueillement, d'un lieu de recueillement auprès d'une tombe. Donc les gens ont encore cette nécessité et ce besoin. Peut-être que le digital pourrait apporter une évolution en la matière et que le souvenir et le culte du souvenir puissent se faire par la digitalisation des cimetières. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, plutôt que se déplacer physiquement dans un cimetière, eh bien, pourraient aller se recueillir, ou se recueilleraient au travers d'une tombe qui serait matérialisée sur un site, par exemple, et au travers de laquelle ils pourraient notamment retrouver la descendance, toutes les explications sur la descendance que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Quand on se recueille sur la tombe d'une tombe familiale, on a ses ancêtres, on ne connaît pas forcément ses ancêtres. Et la digitalisation du cimetière pourrait amener à ce qu'il y ait un certain nombre de données qui permettent aux descendants de connaître les parcours de vie des grands-parents, des arrière-grands-parents. Il est d'usage de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les pompes funèbres, en effet, ont de beaux jours devant elles ces prochaines décennies, car en France, le nombre de décès devrait mathématiquement augmenter, conséquence du dernier baby-boom. D'ici 30 ans, il y aura 750 000 décès par an, contre 600 000 aujourd'hui. Alors ce n'est pas très bon pour notre morale, mais ça l'est pour les affaires. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.